Bonjour à tous, il est 11h01, il est temps d'y aller. Merci à tous et à toutes d'être là. On démarre un peu fort sur la Supply Chain 2050 avec une proposition quand même alléchante, un voyage au cœur de la logistique du futur. Alors imaginez 2050, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux et de me raconter ce que vous voyez, hein. Mais si on se pose juste quelques secondes avant de démarrer et qu'on se demande à quoi ressemblera notre monde dans 25 ans, c'est pas si simple. Est-ce que ce sera toujours les mêmes véhicules sur nos routes? Est-ce qu'on travaillera toujours de la même façon? Est-ce qu'on communiquera les uns avec les autres toujours de la même façon? Est-ce qu'on sera tous connectés dans un monde ultra intelligent? Et surtout, est-ce qu'on aura atteint cet objectif de neutralité carbone qu'on s'est tous fixé pour 2050? On ne sait pas vraiment. Et dans l'entrepôt, c'est un peu pareil. Est-ce que tous nos opérateurs travailleront avec de plus en plus de robots? Est-ce que les consommateurs seront toujours plus assoiffés de commandes ou est-ce qu'ils auront ralenti les flux et donc est-ce qu'on aura ralenti la logistique? Est-ce que l'électrique aura pris une place majeure dans le transport de marchandises et est-ce que l'IA sera partout? Voilà, vaste question. Et pour imaginer 2050, l'ADEME récemment a réalisé même un exercice de prospective qui s'appelle Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Vaste programme aussi. Et il y a quatre items, selon eux, pour atteindre cette neutralité carbone. C'est la génération frugale, la coopération territoriale, les technologies vertes et le pari réparateur. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'ADEME qui est avec nous, c'est 4 intervenants qui ont cette lourde tâche de dessiner, un peu d'esquisser la logistique du futur, celle de 2050. Ils sont chacun spécialisés dans des métiers bien particuliers de notre secteur du transport et de la logistique. Donc merci de les accueillir chaleureusement, ils sont là. Nous avons donc Elena Solomonova, qui est directrice commerciale Europe du Sud chez Infios. Bonjour Elena. Bonjour tout le monde. Donc Infios, c'est un éditeur de logiciels pour la gestion d'entrepôts et des transports. Il faut le rapprocher. Ok. Est-ce que c'est mieux? Oui, bonjour tout le monde. Donc, Infios, c'est un éditeur de logiciels pour le monde de l'entrepôt et des transports qui appartient à la maison mère qui s'appelle Körber, donc un industriel allemand qui est très très connu dans le monde des automates et de la robotique. Donc, avec pour Infios, une forte présence en France également. Alors, on a aussi, je fais d'abord les dames. Julie Mention, vous êtes responsable régionale mobilité lourde zéro émission chez Zetra. Oui, bonjour à tous. Alors, merci Lorraine pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler ce matin de l'électrification des flottes de véhicules lourds, véhicules porteurs et tracteurs. Et donc, chez Zetra, on est spécialisé dans ce domaine-là. On propose une solution clé en main qui permet d'accompagner les transporteurs vers la transition énergétique de leurs camions. On a avec nous Place aux Hommes maintenant. On a Nidal Rezg, qui est directeur de l'école d'ingénieurs I2L. C'est comme ça qu'on dit? Oui. I2L à Metz. Voilà. Merci. Merci pour cette invitation. C'est vrai, c'est une école qui vient d'être accréditée par la commission d'études d'ingénieurs. C'est pour la logistique du futur. On est spécialisé plutôt dans la gestion des opérations logistiques. On n'utilise que l'IA, les machine learning et puis les big data pour planifier les opérations logistiques. On est fondé par des membres fondateurs qui sont des logisticiens comme Transalliance, AFM Logistique, Amazon. Il y a 19 membres fondateurs qui viennent du domaine de la logistique et aussi du manufacturier. On forme des jeunes à bac 0, c'est-à-dire post-bac, sur 5 ans, sur la logistique, dans la gestion des opérations logistiques à bas carbone, à prévision de la demande, ainsi de suite. En fait, voilà. vous allez être notre monsieur transversal pendant cette conférence. Exactement ça. Et monsieur Fabien Jouvet, président de Skipper Group. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fabien Jouvet. Je dirige un groupe qui s'appelle Skipper, qui propose des solutions d'externalisation logistique. Donc notre job, c'est de préparer des commandes, plutôt au détail, dans une logique multicanal B2B, B2C. Et nous avons ensuite l'organisation de transport aérien, maritime et route. Nous sommes implantés en Drôme-Ardèche, autour de Valence, puis à Paris et aux USA. Nous explorons 3 principaux secteurs d'activité. Un, l'industrie.
2, la cosmétique et le monde du bio. Et 3, les belles maisons françaises qui font l'honneur de nous suivre aujourd'hui. Voilà. Alors tous les quatre, vous allez avoir un peu cette lourde tâche pendant 1 heure de nous dessiner un peu une esquisse de ce que pourrait être la logistique et la supply chain en 2050. Mais alors avant qu'on se lance dans la boule de cristal, la prospective, etc., je pense que c'est quand même bien de poser un état des lieux, un constat du modèle actuel que chacun vous vivez dans vos métiers du secteur transport logistique. Et je pense qu'on va peut-être commencer par vous, Julie, sans vouloir vous jeter dans la fosse au lion, mais pour nous parler de l'état du secteur du transport qui vit des moments pas toujours très faciles. Oui, c'est clair. Peut-être quelques chiffres. La logistique en France, c'est une activité qui est quand même la colonne vertébrale de notre économie. On en a besoin nous en tant que particuliers, les professionnels en ont également besoin. C'est 200 milliards de chiffre d'affaires tous les ans, c'est 10% du PIB français, c'est 1,8 million d'emplois. Et pourtant, c'est quand même un secteur qui reste fragile, qui est vraiment soumis à l'ensemble des crises qu'on peut avoir, particulièrement les crises énergétiques. C'est un secteur où il y a beaucoup de pression parce qu'il faut toujours aller plus vite, toujours des solutions pour livrer au plus près, le plus rapidement possible. Là, on est quand même dans une société de surconsommation. Et puis en parallèle de ça, c'est un secteur qui est aussi beaucoup montré du doigt au niveau climatique parce que le transport, notamment le transport routier, c'est 16% des émissions de CO2 en France. Et donc c'est un secteur duquel on attend beaucoup en termes de transformation et notamment de transformation énergétique pour réduire les émissions. Donc pour moi, voilà, on est aujourd'hui sur un secteur clé, central, particulièrement en France, et on a demain le devoir de trouver des solutions pour le robustifier, peut-être réduire un petit peu aussi les tensions qui pèsent sur les acteurs économiques de ce secteur, particulièrement sur les transporteurs, pour qui c'est assez difficile aujourd'hui. On a une année 2025 avec un démarrage un petit peu compliqué, avec des baisses d'activité de l'ordre de 15 à 20% pour eux. Et en parallèle, il va falloir qu'on essaye de trouver des solutions les plus adaptées possibles pour pouvoir également réduire l'empreinte carbone de ce secteur-là. Donc on a beaucoup de travail, mais ça tombe bien, on a également beaucoup de solutions qui commencent à arriver. Bon, ça va, une jolie perspective. On y reviendra sur les solutions. Juste, on ne s'entend pas hyper bien. Alors, je sais qu'on n'a pas chacun notre micro, mais si vous pouviez le coller un tout petit peu plus sur le menton, comme ça marche. Voilà, on entend beaucoup mieux. Ce constat sur le transport, comment vous le vivez, notamment sur vous, le monde des 3PL, ou dans l'édition, ou plus généralement dans la formation de nos futurs transporteurs logisticiens? Je vous laisse rebondir. Justement, merci pour s'arrêter sur la note positive qu'il y a des solutions. Donc, Infeos propose justement plusieurs solutions de gestion d'entrepôt. Mais actuellement, effectivement, on constate des limites des systèmes actuels avec les chaînes d'approvisionnement qui restent mal communicantes, avec les ruptures de données, ce qui génère parfois ou souvent les confusions et des erreurs. Et donc parfois, il est plus difficile de gérer les flux d'informations, les flux d'informatique que les flux physiques. Et donc dans ce contexte, Infeos, on croit en digitalisation intelligente, connectée entre plusieurs acteurs. Et on va discuter justement des solutions qu'on fournit pour arriver à ce fonctionnement plus harmonieux. Et Elena, juste, on parle de 2050, on parle beaucoup d'IA, de data, etc. Avant de venir à tout ça, est-ce qu'aujourd'hui aussi le taux d'équipement aujourd'hui des transporteurs logisticiens est important? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le secteur, les gens ont vraiment pris conscience que maintenant, on ne pouvait plus faire sans un WMS ou un TMS, par exemple? Oui, donc ça déjà, on voit que la plupart des acteurs, ils sont complètement équipés par les systèmes, disons, traditionnels. Et notre objectif, c'est de ne pas les remplacer, mais justement à utiliser les techniques de machine learning et de l'IA pour renforcer leur performance. Donc c'est vraiment la tendance. Donc on peut dire que le taux d'utilisation des logiciels est très très élevé. Maintenant, renforcé par les algorithmes IA et machine learning, ça commence à augmenter aussi. Nidal, oui. Sur où on en est aujourd'hui dans la formation, vous qui lancez cette école, vous l'avez lancée avec quel constat? En fait, on avait lancé cette école
pour répondre aux questions, aux problèmes posés par vous, par différents industriels. N'oublions pas aussi que nous, on intervient par une formation par la recherche. Donc, on a c'est-à-dire des problématiques qui est de l'optimisation du transport. À bas carbone, ça veut dire qu'on essaye d'optimiser les itinéraires, charger au mieux les camions, les conteneurs, faire un calcul exact. Et tout ça, on le fait dans une optique de 2050. L'école qu'on forme actuellement, qui forme des jeunes, elle est basée uniquement sur de la réalité virtuelle. Pour charger un conteneur, on fait des calculs et on simule quand le conteneur. C'est optimiser les trajets, optimiser pas mal de choses, de telle façon à réduire la circulation, à réduire les carbones, ainsi de suite. Ce qui est important aussi, c'est qu'on développe des jumeaux numériques qui n'existaient pas avant, c'est les digital twins, c'est pour les entrepôts, le camion qui circule, pour savoir exactement, avec l'Internet des objets, savoir qu'est-ce qu'il a, où il doit faire, et on peut l'aiguiller, parce qu'il y a des bouchons, il y a des choses dans ce cas de problème. Donc on peut amener le produit chez les clients au moindre coût, dans les temps, et on essaie aussi de réduire au maximum le CO2. Alors, vous avez dit un groupe de mots là, dans les temps. Alors, dans les temps, parce qu'aujourd'hui, on veut tout quand même très vite. Et puis, il y a des gens qui font le pari de faire pas très vite. Vous, Fabien, en tant que 3PL, comment vous vivez le monde actuel? Comment vous l'appréhendez de votre fenêtre de logisticien? Et quel est votre parti pris? Alors, je suis toujours un peu gêné de me retrouver sur une scène à essayer de faire la prospective, parce que en toute humilité, il faut quand même faire très attention sur ces sujets-là. Par contre, on a chez Skipper des convictions fortes qu'on essaie de porter depuis 4-5 ans sur ces sujets de la logistique. Et il se trouve qu'on défend une idée de slow logistique depuis maintenant 5 ans, qui s'appuie sur 4 piliers principaux. 1, l'emballage, comment faire moins de colis, mieux emballer, mieux les remplir. Une fois qu'on a fait ces colis-là, comment utiliser des emballages éco-sourcés, biosourcés, consignables, recyclables. Ça, c'est le premier pilier. On a un deuxième pilier qui tourne autour de la décarbonation du transport. Comment nous, logisticiens, moins mettre de camions sur la route. Une fois qu'ils sont sur la route, comment mieux les remplir. Une fois qu'ils sont mieux remplis sur la route, comment utiliser des carburants alternatifs pour essayer de décarboner au maximum nos transports. Donc, bien évidemment, il y a des solutions électriques, bien évidemment. Et nous, en ce moment, on est très XTL, qui est un carburant dénué de matières fossiles issues de l'industrie alimentaire, et qui a la particularité d'impacter jusqu'à 90% de CO2 et surtout de s'adapter à tous les camions, donc c'est assez facile d'usage. Donc ça, c'est les deux piliers, emballage, décarbonation. Donc sur cette partie-là, la profession fait beaucoup de choses depuis très longtemps, donc on est dans le mouvement, on est dans ce mouvement-là. Parce que c'est vrai quand même que ce monde du transport qui est pas toujours des plus glamour en termes de décarbonation est quand même une profession qui est très engagée sur ces sujets-là, et beaucoup de choses sont faites à la fois par les opérateurs et les chargeurs sur ces sujets-là. Et ensuite, on a un troisième pilier qui nous tient à cœur, parce qu'on se dit que mettre en place des plans de transport et logistique ou des organisations logistiques responsables, c'est bien, mais encore faut-il que les gens qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur soient aussi bien. Et donc nous, on participe à une certification qui s'appelle Great Place to Work. On est certifié depuis 6 ans et on est au palmarès des 25 meilleures entreprises françaises de 250 000 salariés pour la 3e année consécutive. Donc c'est aussi un pilier important de cette slow logistique. Et ensuite, il y a le dernier pilier, et là juste pour la partie humaine, excusez-moi, là on commence à être un peu moins nombreux à être certifiés. Le dernier pilier dont vous avez parlé, bien évidemment, où on fait un peu office de poil à gratter, parce qu'on a l'outrecuidance de raconter à nos clients depuis 5 ans qu'on va réussir l'incroyable performance de les livrer en 3 semaines, avec un ton volontairement provocateur, pour essayer de faire bouger les lignes sur un sujet qui nous paraît essentiel. Ça fait bientôt 30 ans que nous mettons en place des schémas logistiques et d'organisation de transport. On se demande à chaque fois, on est fier de livrer demain matin à 11h, à 10h, à 9h, à 8h, hier, la semaine dernière, avant-hier. Et on a toujours été dans cette logique-là. Et ce que l'on aime à répéter, ce que l'on croit, c'est que bien évidemment, on devra toujours être en capacité de livrer vite, demain matin, à 9h, à 10h, le produit de première nécessité, la pièce critique, ou tout simplement le produit dont vous avez envie, parce que c'est quand même le droit d'avoir envie de la livrer demain matin.
Mais peut-être que pas tout le temps. Et peut-être que vous livrez demain matin à 8h le bouquin que vous lirez la semaine prochaine. C'est peut-être un peu ballot. Voilà. Donc on essaye de jouer là-dessus. Et là-dessus, encore une fois, on n'a rien inventé. On réutilise des vieilles recettes que bon nombre de gens qui sont ici utilisent peut-être depuis très longtemps. On parle de regroupement de commandes, de tournée d'unité, de départ à date, donc des vieilles tournées, des vieilles solutions. Et donc simplement, on essaye d'actualiser sur nos clients pour ralentir les flux. Et on a la chance de travailler avec des industriels qui sont habitués depuis assez longtemps d'utiliser ces techniques dans une logique uniquement d'excellence opérationnelle et financière. Et on a réussi à démontrer que plutôt que de faire partir des colis tous les jours chez des clients finaux, en faisant partir une fois par semaine, on a impacté de 52% l'impact CO2 et de 62% le coût kilo. Non pas qu'on est des magiciens, mais plutôt que de faire plein de colis, on fait une palette. Plutôt que d'envoyer plusieurs camions en messagerie, on fait un camion d'affrètement. Donc tout ça, ça a impacté. Donc c'est là-dessus que l'on est fortement depuis 4-5 ans. Il se trouve, alors je vais essayer de pas parler pendant 2 heures, par contre, on m'arrêterait si je parle trop longtemps. Mais attendez, en plus j'ai une question à vous poser après, alors on n'est pas barré. Et il se trouve que cette idée de slow logistique, je suis la risée des conférences depuis à peu près 5 ans, donc tout le monde se moque de moi et se moque de nous. Et je crois que comme tout changement de paradigme, au départ ça fait bien rigoler. Au bout d'un moment, ça commence un peu à faire peur et au bout d'un moment on trouve que c'est une évidence. Et il se trouve que cette année 2024 et 2025 ont mis un peu plus en lumière cette idée de logistique, on en est assez fiers. Et on a eu le prix de l'innovation durable de stratégie logistique au mois de septembre dernier, on a eu le prix de l'audace. Et quand on m'a remis le prix de l'audace en juin 2024 lors de ce salon, j'étais assez content parce que je leur ai dit que s'ils me remettaient le prix de l'audace, c'est qu'ils reconnaissaient notre capacité à affronter les peurs. Donc le paradigme était en train de bouger et que j'attendais avec beaucoup d'impatience le prix du bon sens, voilà, qui va peut-être arriver un de ces jours. Juste, je vous redonne la parole encore 2 minutes, après il faudra la laisser aux autres. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi il y a 5 ans vous avez développé ça ? Et sous question, à votre avis, qu'est-ce qui fait que là, 2024-2025, on se moque plus de vous ? Bon, il y en a peut-être encore un peu quand même, mais je vais essayer d'être rapide. En fin de compte, on a eu une expérience client. J'ai eu la chance de croiser Nicolas Chaban, qui est le patron, qui commercialise des briques de lait, qui a repris la chaîne de valeur, la brique de lait, et qui un jour m'a appelé en me disant voilà, je vais vendre mes produits par internet, je vais les mettre sur ta plateforme et on va faire un site internet, on va les vendre. Et j'avais dit à Nicolas, écoute, je t'arrête tout de suite parce que si on fait ça, ta brique de lait qui vaut 99 centimes, quand je t'aurais mis 2-3 euros de logistique, 4-5 euros de transport, elle va valoir 10 balles et tu n'en vendras plus jamais une de ta vie. Donc c'est pas une bonne idée. Et ils avaient pris cette idée au bon, on a monté un site internet et ils ont une communauté assez forte et en espace d'un week-end, ils avaient pris 2000 commandes. Et plutôt que de nous envoyer directement les 2000 commandes, ils les ont stockées. Et on a massifié et on a commencé à faire un mapping avec des cartes, on a commencé à avoir des zones géographiques où apparaissaient des zones de commande. Et on travaillait avec une start-up qui s'appelle Welco, qui fait le relais colis chez les voisins. Et on avait dit à Romain Barraud, son fondateur, écoute, trouve-nous un voisin dans chaque zone géographique et ça sera lui qui récupérera les commandes de ses petits copains qui sont autour. Et donc on a fait une 50aine de livraisons, il y a à peu près 50 commandes en moyenne. Et on a fait la première livraison en novembre 2020 dans un restaurant du Jura. On a livré toutes les commandes de 50 clients, c'est qui le patron dans un restaurant. Et tous les clients sont venus récupérer leurs produits. Et il s'est passé un truc. Ils avaient une nouvelle expérience client. Et c'est ce jour-là qu'on s'est dit ça pouvait s'appeler de la slow logistique. Et moi, personnellement, qui ai toujours eu pour ambition d'être un patron responsable, j'ai vu derrière cette bannière de slow logistique que je pouvais mettre tout ce à quoi je croyais en termes de responsabilité, ce qu'on essaye de faire depuis 5 ans maintenant. Mais il y a eu un changement de paradigme là, et après je demanderai aux autres s'ils le sentent aussi. Est-ce qu'on assiste à un changement de paradigme là, aujourd'hui, 2024-2025, qui fait qu'aujourd'hui, ça prend plus largement, on va dire ? Je pense que le bon sens faisant son chemin et qu'on a été quand même pas mal relié aussi en presse sur ces sujets-là, peut-être qu'il y a des fenêtres de tir qui sont ouvertes. Mais enfin, il y a quand même un truc qui est vrai. Donc nous, aujourd'hui, on est très B2B. Peut-être qu'après, on parlera un peu de B2C. Mais si jamais on pense qu'aujourd'hui, le marché du retail en France, c'est peut-être, je crois, 15% du retail français qui passe par le B2C. Quand on voit le nombre de camions qui inondent les rues de nos villes et de nos villages, on peut peut-être imaginer qu'à 20, 30, 40, 50%, ce sera plus possible. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions. Donc je pense que le monde est aussi en train de bouger sur ces sujets-là. Et c'est plus un sujet tabou. Je ne sais pas si vraiment on a mis la lumière sur cet aspect-là, mais en tout cas, c'est plus un sujet tabou.
et j'ai moins de moqueries. Voilà. Julie, sur le monde du transport, vous sentez aussi qu'il y a un changement? Alors, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi des contraintes réglementaires et il y a aussi des évolutions technologiques qui font que. Mais est-ce que, notamment sur l'électrification, il se passe un truc là aujourd'hui? Et si oui, pour quelles raisons? Alors globalement, oui. On est un peu plus entendu chez les transporteurs qu'il y a encore 2 ans. Je ne sais pas forcément l'expliquer. Alors, vous l'avez dit, on a cette réglementation européenne qui va imposer aux constructeurs de camions moins 43% d'émissions en 2030. Donc, ça va avoir un impact sur les ventes de camions. Ça veut dire que les constructeurs vont travailler sur 2 choses. Optimiser le camion diesel d'aujourd'hui pour qu'il émette encore moins. Et puis, ils travaillent tous aujourd'hui, et ils ont tous aujourd'hui une gamme complète de camions électriques, et pour certains, dernière génération. Donc, on a aussi la parole qui est maintenant portée par les constructeurs de camions et qui sont, par le fait, beaucoup plus entendus par les transporteurs avec qui ils travaillent depuis longtemps. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a cette prise de conscience, j'imagine, individuelle, où chacun prend conscience qu'il va falloir qu'on fasse évoluer les choses, parce qu'on ne peut pas continuer clairement comme ça. Et donc, l'électrification est un levier, il y en a d'autres, il y a d'autres technologies, il y a d'autres moyens de transporter comme Fabien l'a expliqué. Mais oui, je dirais qu'on a une vraie prise de conscience. Nous, on a démarré sur l'électrique. Alors au départ, on était parti sur l'hydrogène. On a notamment construit la station de production de distribution hydrogène à Dijon. Et puis, on a basculé sur l'électrique milieu 2023. Et en fait, tout s'est joué à Solutrans 2023, au mois de novembre, où on discutait avec un transporteur très connu de la région, qui est assez visionnaire sur ces sujets-là. Et on cherchait avec lui à lancer un projet hydrogène. Et voilà, on connaît la complexité de l'hydrogène, technique, économique. Et à Solutrans, on s'est dit avec lui, est-ce qu'on lancerait pas plutôt un projet électrique? Est-ce qu'on électrifierait pas plutôt avec du camion à batterie? Et on s'est tapé dans la main et s'est dit ok, on y va. Et donc pour nous, tout est parti de là. Et depuis, on est parti à 100% sur l'électrique batterie. On a fait ce choix-là. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, on est plus audible. Moi, ça fait 3 ans que je viens au salon. La première année, j'allais sur les stands des transporteurs et on me regardait avec des gros yeux et ils me disaient écoutez, nous l'électrique, non, quoi. Voilà. On va garder nos camions diesel, on fera encore du diesel dans 30 ans. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc oui, ça a vraiment évolué. Mais aujourd'hui, vous êtes sur la scène en plus. Alors, en plus, aujourd'hui, j'ai de la chance, oui, par rapport aux 2 précédentes années, oui, c'est vrai. Nidal, quand on a préparé, vous parliez-vous de changement de paradigme en fait. On est passé d'une approche plutôt, on est dans la réactivité et là, on passe sur du prédictif, de l'intelligence, de l'agilité. C'est quoi ce changement de modèle là? Ce changement de modèle, moi je l'explique aussi, on est passé par le Covid. Le Covid a changé nos modes de fonctionnement, le mode d'approvisionnement, et il fallait maintenant concevoir des chaînes qui tiennent résistance, ce que j'appellerais la résilience, vis-à-vis aux crises. La crise sanitaire du Covid, c'était un choc. Tout s'est arrêté en France, dans le monde aussi, sauf la logistique qui doit tourner pour tout le monde. Les livraisons, on doit bouffer, on doit amener des gens, on doit ainsi de suite. Bon, le transport a été touché des personnes. Donc, du coup, il faut maintenant concevoir des chaînes logistiques avec une certaine prédiction de ce qui va se passer. Bien sûr, la première chose, c'est prévoir la commande client, tout ce qui est comment s'est comporté une demande d'un produit. Est-ce que c'est un produit de nécessité? Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un produit de loisir comme un livre, ainsi de suite? Et il faut savoir prévoir et commander ce qu'il faut commander pour livrer une quantité optimale, faire le transport optimal, ainsi de suite. Et tout ça, maintenant, avec l'IA, avec les machine learning, on peut le prévoir. Et on ajoute à ça le big data. On va aller regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux, sur le web. Vous allez voir un peu la tendance des clients, comment ça se comporte. Et à partir de là, vous accentuez ou vous augmentez vos commandes. Et tout ça, c'est grâce à l'IA et grâce à machine learning et puis le big data que vous allez prévoir ce qu'il faut prévoir en termes de produits, prévision de la demande pour livrer
optimiser les livraisons et les tournées de véhicules qui vont bien sûr être là. Tout ça, c'est lié et on ne peut pas dissocier le transport de la prévision de la demande. Et bien sûr, associé à l'évolution technologique maintenant sur l'électrification, ainsi de suite. Pour moi, la chaîne logistique, maintenant, elle est complète et ça part de la prévision jusqu'à la livraison et on doit tout optimiser, toutes les opérations doivent être optimisées. C'est l'objectif qu'on est en train de chercher, de trouver des solutions. Il y a même des recherches qui se font dans ce domaine, des logiciels qui sortent tous les jours pour optimiser tout ça, la prévision, le tournée de véhicules, ainsi de suite. Alors, du coup, vous, Elena, je rebondis sur ce que dit Nidal, mais en tant qu'éditeur, comment vous accompagnez ce changement ? Alors, il y a plusieurs piliers aussi de notre offre technologique. Donc, on va de plus en plus vers l'orchestration des flux, entre l'intégration de plus en plus étroite entre la gestion de l'entrepôt et la gestion du transport, en mode tour de contrôle, donc pour pouvoir piloter l'ensemble des flux. Tout ceci est renforcé également par les algorithmes de l'intelligence artificielle et du machine learning. Encore une fois, je précise qu'on ne cherche pas à remplacer les solutions en place. C'est vraiment un mode d'augmentation de performance des outils actuels. Ensuite, on permet aussi, pour rebondir sur les sujets de l'impact carbone, on permet aux utilisateurs de présélectionner les scénarios, les cas métiers avec l'impact carbone réduit. Donc c'est vraiment maintenant un mode natif intégré dans l'ensemble des solutions de Infeos. Et également, on préconise en quelque sorte nos clients de travailler en mode des données partagées. Donc vraiment se mettre d'accord avec l'ensemble des partenaires logistiques de distribution, puisque ça bénéficie à tout le monde. Donc ça va permettre d'améliorer l'amélioration des performances des outils actuels chez l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. On reviendra sur le sujet de la collaboration qui est, je pense, un levier pour se transformer. Avant, on va parler des trucs qui fâchent un petit peu, mais plutôt des freins, des difficultés, parce que là, on est en train de dessiner un truc super sympa où tout s'accorde, il y a de l'IA, on décarbone. Mais concrètement, c'est pas si simple. Puis ça nécessite de l'organisation, de l'investissement. Aujourd'hui, face à tout ce qu'on se dit là, quels sont un peu les leviers ou les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour avancer, pour mettre en œuvre toutes ces bonnes intentions ? Allez, il y en a un qui se lance. Je désigne personne. Bon, pour ma part et pour notre part. Sur tout ce qui est autour de l'emballage, il n'y a pas de difficulté majeure, la profession est très engagée là-dessus, les logiciels permettent de faire du préconisage, optimiser, voilà, donc toutes ces choses-là c'est fait. Sur la partie décarbonation, encore une fois, il y a pas mal de choses qui sont faites. Sur le côté humain, on est encore peu nombreux dans cette direction-là, mais tout ce qui tourne autour de la RSE est quand même très présent depuis quelques temps. Après, sur le ralentissement des flux, c'est évidemment le sujet essentiel où ça bloque le principal, parce qu'on a tellement été habitué depuis tellement longtemps à tout recevoir dans l'instant que c'est là où on a les principaux freins. Et encore une fois, l'idée n'est pas de ralentir tous les flux, mais c'est de le faire à chaque fois qu'on le peut, ou en tout cas se poser la question. Donc nous, c'est vrai que dans le B2B, c'est plus facile que dans le B2C. Le B2C, ça n'existe pas aujourd'hui. On a quand même quelques expériences et de plus en plus d'expériences sur ce milieu-là, mais le sujet, c'est aller à l'encontre des habitudes, du consommation. Et là, je raconte souvent, on m'interpelle souvent sur Amazon, et je ne veux absolument pas être un modèle anti-Amazon parce que c'est pas assez à l'esprit. Mais en tout cas, si vous allez sur le réseau, vous verrez Jeff Bezos, il y a une quinzaine d'années, qui est interviewé et qui dit, vous savez, le plus important dans notre business, c'est la stabilité, et c'est ce qui est le plus important. Et il dit, croyez-vous que un jour, on va m'appeler en disant « Hey Jeff, tu pourrais me vendre tes produits un peu plus cher, s'il te plaît ?» Et là, il éclate de rire. Et il continue en disant « Et vous croyez qu'un jour, on va m'appeler en me disant « Hey Jeff, tu pourrais me livrer un peu moins vite, s'il te plaît ?» Et là, il éclate de rire à nouveau. C'était il y a 15 ans. On est toujours un peu dans ce truc-là. Je pense que ça devrait s'atténuer. En tout cas, je l'espère. Je vais prendre la suite. Alors, pour l'électrification, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points à aborder. Je dirais que
Avant, on était dans le modèle diesel. C'était un modèle qui était finalement assez simple, technologiquement maîtrisé, avec des camions qui ont des niveaux d'autonomie importants, qui permettent de faire des courses de tout type. Beaucoup de transporteurs qui disposent également de leurs infrastructures en dépôt, avec ce modèle de la cuve à gasoil où ils peuvent venir se charger. Maintenant, sur l'électrique, il faut... c'est un modèle qui va être difficilement réplicable parce que sur l'électrification de la flotte, il n'y a pas que le camion, il n'y a pas que l'infrastructure, il faut vraiment voir le sujet dans sa globalité. Et le principal enjeu, ça va être économiquement de réussir à trouver une équation qui fonctionne. Donc il y a des enjeux technologiques également sur le camion, autonomie du camion, quoique aujourd'hui sur les tracteurs 44 tonnes avec le camion Mercedes que vous pouvez voir là qui est exposé, on a quand même des niveaux d'autonomie annoncés qui sont... très intéressant, entre 500 et 600 km. Alors ça reste évidemment à confirmer en fonction de la charge utile, du profil de voie, des températures extérieures, mais néanmoins, en France, on est quand même majoritairement sur des transporteurs locaux qui font du transport régional et on a des flux qui font, des camions qui font une moyenne entre 350 et 400 km jour. Donc on a des camions qui permettent aujourd'hui de répondre aux besoins, même s'il y a encore des enjeux sur l'autonomie, la charge utile et aussi les systèmes auxiliaires. Il y a des camions qui nécessitent des groupes hydrauliques, qui nécessitent de mettre des systèmes de compression. Tout ne peut pas s'installer sur un camion électrique. Donc on a un peu de challenge à ce niveau-là, mais je dirais que c'est technique et donc généralement on y arrive. On a un deuxième challenge qui est au niveau également des infrastructures qui sont beaucoup plus coûteuses. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une station qui permet de charger 10 camions, donc on va avoir 10 points de charge, station de distribution d'énergie électrique haute puissance avec une mixité de bornes entre de la 200 kW et de la 400 kW, une station qu'on installerait à proximité d'un dépôt sur un terrain déjà viabilisé en enrobé. Le coût moyen au point de charge, c'est 75 000 €. Parce que vous avez des coûts qui sont liés au raccordement électrique qui sont très importants, notamment l'achat du poste de transformation. Et là encore, je vous parle d'un coût quand on a la puissance disponible à proximité du dépôt. C'est-à-dire que vous n'avez pas le surcoût du fait qu'Enedis doivent soit faire évoluer le poste source, soit venir câbler la puissance. Donc on a un gros défi à ce niveau-là. Et donc je dirais que le foncier, du coup, par le fait, est également un sacré challenge. On ne va pas pouvoir mettre des bornes de recharge partout, à n'importe quel endroit, parce qu'on n'aura pas la puissance partout au bon prix. Et donc nous, chez Zetra, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose une solution en fait globale, où on travaille avec le transporteur de façon assez partenariale, et où on est capable de lui fournir le camion, porteur ou tracteur, donc on peut l'acheter pour lui. On lui fournit également l'infrastructure de recharge que l'on installe majoritairement en dépôt, puisque c'est là que les camions ont besoin d'être chargés. En fait, le camion, il rentre le soir entre 17 et 18 heures, le conducteur, il laisse le camion au dépôt, puis il repart le lendemain. Donc il faut qu'on arrive à mettre des infrastructures de recharge là où sont les camions. Ce n'est pas les camions qui vont devoir aller aux infrastructures de recharge. Sinon, on rajoute des kilomètres parasites et on rajoute du coût. Donc on conçoit cette infrastructure, on la juste dimensionne également. L'idée, c'est de ne pas mettre des mégawatts chargeurs partout. On ne va pas charger 20 camions avec 1 mégawatt chacun. Sinon, on va faire des puissances de raccordement de 20 mégawatts. Vous imaginez, on tombe dans le non-sens. Donc on dimensionne ces infrastructures au plus juste. On fournit l'énergie également à la borne parce que nous, en tant qu'énergéticiens, on sait acheter l'énergie et on connaît les fluctuations du marché de l'énergie. Et en plus de ça, on a également une surcouche logicielle qui vient s'ajouter, une surcouche d'intelligence qu'on n'avait pas forcément avec le diesel, qui va permettre d'optimiser la charge des camions, ce qu'on appelle le smart charging. Vous allez brancher votre camion le soir de 17h à 6h du matin. Il ne faut pas que le camion il charge de 17h à 6h du matin. Donc il faut être en mesure de piloter la borne pour pouvoir injecter l'énergie électrique et la juste puissance au bon moment, là où le coût de l'électron est le moins cher. Ça veut dire à partir potentiellement de minuit, on va charger doucement, on ne va pas mettre 400 kW ou 1 méga à minuit, ça n'aurait aucun sens, parce que le camion, lui, il est encore là pour au moins 6 heures de temps. On va charger, adapter la courbe de charge également pour pas avoir de dégradation au niveau de la batterie, c'est aussi important. Et donc on va peut-être charger le camion à 150 kW, pendant 5 heures, on arrêtera la charge à 5 heures du matin. On reste sur des plages d'heures creuses, donc on a un coût de l'énergie qui est très faible. Et le camion, lui, est prêt à repartir le lendemain à 6 heures. Donc vraiment, l'approche, elle est systémique. Et on se rend compte qu'en fait, il faut appréhender toutes les composantes. Et c'est de là qu'on est en train de vraiment changer par rapport au modèle du diesel. Mais vraiment, nous, ce qu'on va chercher, c'est le prix. Enfin, je l'ai dit en introduction.
Un transporteur aujourd'hui, il fait entre 2 et 3% de marge. Il est maltraité par son chargeur. Honnêtement, moi j'ai des transporteurs qui m'expliquent que le chargeur, il annule les flux du jour au lendemain. Ils ont très peu de visibilité également sur les durées de contrat. S'ils arrivent à contractualiser avec un chargeur sur un flux régulier avec une vision au-delà de 2 ans, honnêtement, c'est déjà le bout du monde. Donc voilà, on cherche à optimiser toutes les composantes et c'est comme ça qu'on arrive à chercher un TCO qui se rapproche aujourd'hui de la parité diesel. Et le message que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'on y arrive. Honnêtement, on y arrive. On a les camions qui permettent de le faire. On a les leviers, on a les logiciels maintenant qui permettent de piloter la puissance, d'aller chercher un coût de l'électron le moins cher possible. Donc voilà, je ne vous dis pas qu'il faut décarboner 80% de la flotte aujourd'hui. Il faut quand même se laisser un peu de flexibilité avec les camions diesel pour avoir un petit peu de rex sur le fonctionnement du camion électrique. Mais aujourd'hui, sur des flottes d'une vingtaine de camions, on arrive à être à l'équilibre. Donc le message est plutôt positif. Cool. Donc là, on a vu pas mal de contraintes qui peuvent être réglementaires, structurelles, humaines. Est-ce qu'il y en a d'autres, notamment sur toute la partie logicielle ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés aussi à faire passer le message ? Oui, tout à fait. Donc il y a quelques difficultés, mais pas sans solution, hein. C'est principalement lié à l'aspect humain organisationnel. Donc, pour nommer quelques-unes, c'est par exemple maturité digitale de nos clients, donc avec les compétences très variées. Donc, je suis ravie de voir aujourd'hui les établissements éducatifs qui sortent justement le personnel qui ont la double casquette, donc à la fois opérationnelle et renforcée par les compétences IT. Donc, ça, c'est vraiment les bienvenus. Donc, deuxième aspect, c'est vraiment la conduite au changement, où le déploiement des systèmes WMS, TMS avancés aujourd'hui nécessite très souvent la refonte et la révision des flux physiques. Le pilotage des données, donc, qui reste toujours, certes les données sont disponibles, mais elles restent très fragmentées, ce qui rend leur centralisation, leur exploitation très compliquée. Et pareil, l'intégration des systèmes très fragmentés et variés de plusieurs acteurs de la supply chain rend le déploiement des modèles collaboratifs un peu plus compliqué. Donc voilà les quatre aspects et les challenges qu'on essaye de résoudre aujourd'hui. Vous parlez de gestion des données, Elena. Comment vous les challengez, vos étudiants, sur ce sujet, parce que c'est la base de tout? Les données sont importantes pour la logistique. Juste, je vais faire un petit rappel. Quand on a lancé l'école d'ingénieurs de logistique et tout ça, on se moquait de nous parce que c'est la même chose. On a dit, vous allez faire des... C'est la revanche. Voilà, on se moquait de nous parce que pour eux, la logistique, pour eux, c'est simple, c'est des transporteurs. C'est les camions qui roulent, les bip-bip, point, on fait marche arrière et c'est tout. Ils n'ont pas vu toute la complexité quand vous dites... charger un camion au bon moment, savoir développer des logiciels, tout ça, ce sont des projets qu'on donne à nos étudiants pour qu'ils fassent ce genre d'exercice. Et en même temps, par exemple, vous envoyez un camion, la température peut changer, ainsi de suite. La batterie va baisser parce que la batterie, bien sûr, elle peut se charger avec une autonomie dans des conditions normales. C'est aujourd'hui, vous pouvez rouler à l'électrique parce qu'il fait chaud, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'il commence froid comme au Canada, ainsi de suite. Il y a deux types d'itinéraires qu'il faut utiliser. Il faut inclure aussi où on peut charger le camion. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas du routing simple. On part d'un point à un autre. Il faut aussi inclure pour aller charger le camion parce qu'il doit passer par là, ainsi de suite. Ce sont tous des exercices importants. Et tout ça, c'est des données qu'on est en train d'exploiter, des données fournisseurs, des données sur les stations, où on peut charger les camions, ainsi de suite. Et tout ça, c'est quand on fait un exercice de routing de véhicules, on exploite ces genres de données, on montre aux étudiants comment il faut faire, on ajoute des complexités, des contraintes supplémentaires à l'algorithme ou au programme d'optimisation qui va nous faire sortir à la fin une itinéraire optimale qui a le moindre coût, le moindre d'énergie dépensée, le moins de CO2, et on essaie d'optimiser ça au maximum, bien sûr, avec toujours la satisfaction des clients qui doit être assurée. Pour nous, l'objectif, c'est 100% taux de satisfaction. Voilà.
Et je reviens sur la formation de vos étudiants. Comment quand ils arrivent, vous les sensibilisez à tout ça ou ils ont déjà tout ça dans la tête De toute façon, on fait des journées portes ouvertes. Quand ils viennent chez nous, ils savent c'est quoi la problématique. Parce que pour nous, pour le moment, on est dans les premières années. On lance, c'est quoi une formation ingénieur logisticien. On prend par exemple un exemple qui est simple. Sur des données d'un avion qui part d'un aéroport à un autre, il va faire le aller-retour, il va amener des passagers, récupérer d'autres passagers. Ce qu'on essaie de minimiser dans l'aéroport de destination, le temps d'escale. On dit, si vous n'avez pas de logisticien qui va vous faire ces calculs, vous avez un temps d'escale qui est autour de 2h30. Si vous mettez un logisticien qui va vous traiter les données, exploiter tout ça, trouver la meilleure solution, vous gagnez 1 heure presque. Donc, avec ces genres d'exercices et ce genre de choses, on leur montre c'est quoi les différents problèmes de la logistique actuellement, de la logistique moderne, et le futur, comment il doit être. Et c'est pour ça qu'on commence à attirer des gens, parce que la logistique pour eux, c'est du transport. Parce qu'à chaque fois qu'on va parler de cette école, c'est vous faites du transport. Non, le transport, c'est une thématique chez nous qui est, pour nous, on ne forme pas des conducteurs de véhicules, mais on forme des gens qui vont, dès le matin, donner le plan de routage pour aller les distribuer les clients, un des exemples. Et là, ils commencent à sensibiliser c'est quoi les problèmes de la logistique. Et c'est à partir des journées portes ouvertes, des séminaires, des flashs sur LinkedIn, des vidéos pour voir un peu les problématiques et on montre un peu ce qu'on est en train de faire. Donc on l'a compris, un des leviers de transformation, c'est aussi la sensibilisation, c'est la pédagogie. Moi, ce qui me rassure, c'est que dans tout ce qu'on se dit, il y a quand même l'humain qui est partout, qui réfléchit à tout. Donc c'est bon, hein, on peut se rassurer, on ne va pas tous être remplacés. Vous, chez Infios, les leviers pour répondre aux problématiques que vous nous avez énoncées, Elena, vous les avez identifiés, j'imagine ? Oui, donc premièrement, on incite, on conseille à nos clients, c'est vraiment travailler avec les données partagées, avec les partenaires, donc de plus en plus élargir vos réseaux d'échange d'informations, puisque derrière, ça vous permet d'améliorer les performances des systèmes type WMS, TMS, tour de contrôle. Ensuite, remplacer un maximum tout ce qui est les tâches vraiment chronophages à faible valeur ajoutée, puisque voilà, maintenant pour retenir dans les entrepôts et dans les organisations ce type d'étudiants qui ont vu ou qui travaillent sur les concepts nouveaux, si en parallèle ils font les tâches très chronophages, donc vous allez constater vraiment les départs, les problématiques de force de travail. Donc travailler également sur les aspects collaboratifs qui sont renforcés effectivement par les données partagées et nous donc on sera ravis de vous accueillir sur notre stand B11 pour parler justement de conduite au changement également, donc qui nécessite effectivement parfois l'audit sur les flux physiques. Et ensuite, l'adoption voilà, donc c'est principalement 3 piliers qu'on préconise avant qu'on démarre le déploiement de WMS ou de TMS. Julie, vous avez fini sur une note positive, donc vous pouvez aller un peu plus loin. Comment vous allez justement lever tous ces freins et comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on atteindra cet objectif en 2050 ? Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, hein, non, mais j'en ai pas. Vous avez des convictions, j'imagine. Oui, je pense que l'électrique batterie est une réponse. Je pense qu'il y en aura d'autres. L'hydrogène aura peut-être une place également quand on aura trouvé le moyen, que ça coûte moins cher et puis que technologiquement ça soit un petit peu moins compliqué. Je pense que les carburants alternatifs ont également leur place, hein. L'objectif, c'est pas de décarboner toutes les flottes avec de l'électrique batterie, mais nous, sur la partie électrique, les leviers, c'est trouver les bons flux. Je ne veux pas dire aujourd'hui que tous les flux sont électrifiables, ça serait mentir. Donc, c'est identifier les bons flux, essayer d'amener de la régularité dans les flux, un petit peu moins de précarité. Donc, idéalement, travailler avec les chargeurs aient également cette prise de conscience et qu'ils puissent permettre aux transporteurs de s'engager à plus long terme dans cette transition. Et puis, nous, on croit beaucoup à la mutualisation des infrastructures.
Alors je sais que dans le transport, c'est un milieu qui est très concurrentiel, ça peut être un petit peu compliqué, surtout quand on transporte pour le même chargeur à proximité, mais on fait des stations qui sont des stations généralement à proximité des dépôts des transporteurs sur un foncier qui leur appartient. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on signe un bail à construction avec eux sur une durée de 20 ans, on les rémunère pour le foncier. La station, la nuit, elle est vraiment dédiée aux clients premium, si je puis dire, aux 10 ou 20 camions du transporteur qui nous a mis à disposition le foncier. Et en fait, ce qu'on fait la journée, c'est qu'on va l'ouvrir, cette station. Et donc, on croit beaucoup à ce modèle mutualisé des infrastructures. Donc, on l'ouvre parce que ça fait quand même sens pour les territoires. On ne va pas, avec la Loisanne, reconstruire autant de stations électriques qu'il y a de stations-service. On n'y arrivera pas. Ça fait sens pour le territoire parce que du coup, on a d'autres usagers qui peuvent en profiter la journée. L'artisan qui a acheté un véhicule utilitaire léger électrique, qui aurait besoin de faire une charge rapide sur une borne 400, il peut profiter de l'infrastructure. D'autres transporteurs tiers également qui sont de passage, qui ont besoin de faire un boost pendant la pause conducteur, ils viennent en journée, ils s'avitaillent sur la station. Ça permet deux choses, donc pour le territoire ça fait sens, pour l'artificialisation des sols aussi, donc on est quand même dans une approche environnementale, donc il faut essayer de faire des choses cohérentes jusqu'au bout. Et puis toujours l'économie, ça veut dire que vous avez des stations qui sont ouvertes. Sur ces stations-là, vous bénéficiez des mécanismes de TIRUERT, vous récupérez un certain montant au mégawattheure distribué. Nous, ce montant-là, on le rétrocède à nos clients, donc on fait baisser le prix. Et puis vous amortissez également les infrastructures beaucoup plus rapidement si vous avez des volumes beaucoup plus importants. Donc voilà, les deux maîtres mots, c'est des flux éligibles à un passage à l'électrique, des clients engagés auprès des transporteurs et puis essayer au maximum de mutualiser les infrastructures de recharge. Vous, Fabien, comment vous faites alors pour qu'on ralentisse? Vous allez voir les consommateurs, il faut leur dire bon. Non, alors c'est vrai que, comme je disais, aujourd'hui on est vraiment sur un axe B2B. Donc on travaille beaucoup sur l'axe B2B et c'est là où aujourd'hui c'est le plus facile parce que la massification est bien entendu possible sur ces sujets-là. Concernant le B2C, et encore une fois sans vouloir faire de prospective, je ne vais pas non plus faire une prospective. On a compris que vous n'aimiez pas vous projeter trop. Voilà. Oui. Mais en tout cas, sur le B2C, ce que je pense, c'est que on devrait tout de même assister, et on l'assiste déjà aujourd'hui, à l'interdiction de circuler à l'intérieur des villes. Donc probablement que demain, l'accès aux villes sera plus compliqué, plus réglementé. Donc probablement qu'on va se monter en périphérie des villes ce qu'on appelle des hubs logistiques, des hôtels logistiques. Et on va demander à des transporteurs de venir livrer en périphérie des villes. Je crois qu'il y a déjà des exemples qui se passent dans la ville de Grenoble, par exemple. Et je pense qu'à ce moment-là, on verra à nouveau repointer le bout du nez de la slow logistique, où on sera probablement demain capable de livrer sur une plateforme logistique à proximité des villes, et là, engager des processus de massification, probablement avec de la data, probablement avec des logiciels également. Et on pourra peut-être se dire que dès qu'on aura 50 colis, 100 colis pour la rue Charles de Gaulle à Mulhouse, peut-être qu'on déclenchera une livraison et à ce moment-là on ira massifier, on mettra moins de véhicules. Donc en tout cas c'est un modèle auquel je crois et je pense qu'il y a une piste là-dessus. Donc en résumé, sur le B2B, encore une fois, on n'a rien inventé, c'est technique depuis longtemps, mais avec notre angle, donc le terrain est plus fertile et plus facile. Donc là, on avance à notre mesure et on voit que la profession est en train de prendre le train aussi en marche sur ces jeux-là, avec cet angle-là, parce qu'ils l'ont pris en marche il y a très longtemps. Et sur le B2C, je pense qu'on va commencer à avoir des initiatives qui vont se mettre en place, parce que inexorablement, les centres-villes, les grands centres-villes des grandes métropoles vont se fermer aux véhicules. Si on doit faire, on arrive bientôt au moment des questions-réponses, si on doit faire une synthèse, alors je sais que c'est pas facile ce que je vous demande, mais une synthèse pour imaginer la supply chain 2050, donc dans 25 ans finalement c'est pas si loin, d'imaginer comment vous l'imaginez, chacun dans vos métiers. Si je fais un dernier tour de table, alors Fabien vous l'avez un peu dit, mais vous pouvez rajouter quelque chose, mais voilà, si vous deviez la résumer en quelques phrases, qu'est-ce que vous nous diriez? Back to basic. Voilà, il suffit de retrouver le bon sens de nos aïeux, c'est tout. Ce qui existait il y a très longtemps est reproductible demain et probablement même nous sera imposé. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est juste du bon sens. Mettre moins de camions sur les routes, mieux les remplir, moins faire de colis, mieux les remplir, et essayer de massifier pour essayer de moins impacter avec moins de véhicules sur la route.
Moi, je dirais rapidement électrique, hein, forcément, propre, avec des camions qui ne polluent plus, et puis peut-être un peu plus sereine. Voilà, que ça soit un peu plus détendu et qu'on arrête un peu cette course à la vitesse qui met finalement un peu tout le monde en difficulté, que ce soit pour décarboner, que ce soit pour transporter, pour livrer. Voilà, je pense qu'il faut redescendre d'un cran en termes de pression. Donc, je pense en termes de technologie, ça sera vraiment la supply chain hautement digitalisée, mais en même temps très harmonieuse. Donc, vraiment qui enlèvera, espérons, l'aspect stressant qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, forcément très connecté. Hein. Donc, voilà. Pour moi, c'est déjà, je pense, à 2050, l'école, c'est la seule école de logistique qui existe dans le Grand Est et en France, qui est dans les optimisations logistiques. Il y a une autre école au Havre, c'est autour du port du Havre, mais l'école que nous, on a conçue, c'est vraiment pour accompagner toute la transformation numérique, décarbonisation, l'intelligence artificielle pour prévoir la demande et faire tout ça. Donc nous, on est tourné déjà vers 2050 et on forme des gens pour accompagner tous ces changements-là et apporter des solutions. Donc nous, on est déjà sur le... Vous y êtes, hein, vous. Voilà, donc nous, on fait un cours avec l'IA, tout ça. Donc pour nous, on est pour apporter ces solutions-là parce que l'école, elle décolle de ce que demandent ces industriels-là. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas sur des scénarios catastrophes, on est tous plutôt très positifs. Hein, et surtout, a priori, on va tous relâcher la pression, ralentir un peu, ça va faire du bien, tout en étant ultra intelligent. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas bon d'ailleurs. Hein. Mais non, mais bien sûr. Je tiens à le préciser. Évidemment. Alors, il nous reste du temps pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas à lever votre main et j'arrive avec mon micro et lâchez-vous. Profitez-en tant qu'ils sont là. Bonjour, je m'appelle Christophe Picou, je travaille dans l'intelligence artificielle, j'accompagne les entreprises, mais je n'avais pas une question en rapport avec ça, j'avais une question par rapport à l'électrique et tout ce que j'ai entendu. On est en train de subir une espèce de revirage actuellement dans l'automobile électrique au niveau des industries françaises. Donc ce n'est pas une marche arrière, mais 2035 se profile différemment de ce qu'on pouvait penser. J'entends parler des camions Mercedes comme ici. Est-ce que vous ne pensez pas que l'investissement finalement dans l'électrique, ça a été trop important au lieu d'attendre peut-être encore parce que les grands groupes comme BMW ou d'autres marques sont en train de faire marche arrière et à intégrer le thermique? Voilà, c'était ma question. Alors, c'est pas une question facile, hein. Non, je pense qu'ils sont dans le bon rythme. Et je pense qu'ils ont cette réglementation européenne là, qui va quand même leur imposer ces réductions d'émissions. Et donc je pense qu'il faut que dans le camion, on ne fasse pas la même erreur que dans l'automobile. Dans l'automobile, les constructeurs européens, ils ont eu des œillères quand même pendant beaucoup d'années. Personne ne s'est penché sur l'électrique. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit arriver des voitures chinoises très performantes et beaucoup plus compétitives. Et ça met en difficulté l'ensemble des constructeurs européens. Je vous donne un exemple. J'ai été faire un chiffrage pour acheter une Renault 5 électrique. J'y suis allée la semaine dernière. C'est 35 000 € la Renault 5 électrique. C'est une Renault 5. Donc je pense que les constructeurs européens, ils ont quand même loupé le virage. Et les Chinois sont arrivés en masse. Je pense que sur le camion, ils s'y prennent. On est dans le bon timing. On a aujourd'hui tous les grands constructeurs qui ont du camion électrique. Volvo sort son camion avec technologie e-Axle disponible à la commercialisation début 2026. Le Mercedes, c'est une réalité. Renault Truck va suivre. Scania également un très bon produit. On voit qu'ils sont présents et donc je pense que non. Je pense qu'au contraire, il faut qu'ils y aillent encore plus fort. On a les camions chinois qui arrivent. Je vous invite à venir à Solutrans cette année. À mon avis, on va avoir beaucoup de surprises. Et donc, je pense que si on veut continuer à jouer européen, c'est en tout cas nous dans nos valeurs, hein, il faut accélérer. Il ne faut pas lâcher, il faut y aller pour ne pas reproduire le modèle qu'on a vu se produire dans l'automobile avec le véhicule électrique. Merci.
En fait, l'industrie automobile, je pense qu'on les a plus orientés vers le full électrique, mais derrière, les consommateurs n'ont pas réagi non plus en conséquence en allant pleinement dedans. Mais c'est vrai que c'est différent ensuite pour l'aspect des camions. Mais du coup, en France, principalement, il n'y aura pas de marché pour développer des camions électriques. Du coup, c'est plutôt le reste de l'Europe, je pense. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres de la Commission européenne qui prévoient, le chiffre qu'ils annoncent 2030, c'est entre 5 et 9% du parc européen qui sera électrique. Si on ramène ce chiffre-là en France, ça veut dire qu'on va se situer entre 40 000 et 50 000 camions électriques sur nos routes en 2030. Donc c'est quand même assez conséquent comme transformation. 2030, c'est demain. On y est dans 4 ans et demi quand même. Donc ça va aller vite. Non, moi je pense qu'il y a un vrai marché pour l'électrique en France. Et je pense que sur l'automobile, effectivement, en fait, on a les mêmes problèmes, c'est le prix. Le consommateur, je pense qu'il est prêt à y aller sur l'électrique. Mais la Renault 5 à 35 000 €, honnêtement, qui mettrait 35 000 € dans une Renault 5 ? Il faut quand même avoir les moyens. J'ai fait installer moi une borne chez moi. Il faut encore mettre 1 600 € pour installer la borne parce qu'il faut un câble spécifique, indépendant de votre compteur principal. Donc il y a quand même beaucoup de barrières à l'entrée, quoi. Et donc, bon, voilà. Merci. J'arrive. Je vous laisse vous présenter avant de poser votre question. Jean-François Lenné, conseil en lean management. Ma question est pour Monsieur Jouvet, mais avant, je trouve que vous êtes un peu sévère avec les constructeurs automobiles français ou européens, quand on se rappelle la manière avec laquelle on en est responsable, puisque ce sont nos élus européens qui ont pris la décision, et quand on sait comment le gouvernement chinois a prévu, a planifié et a accompagné les constructeurs chinois. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Concernant votre slow supply chain, qui est un concept qui m'interpelle positivement, vis-à-vis du B2B, je pense que si on arrive à démontrer que finalement économiquement on est gagnant, ça doit pouvoir aider à accepter le principe. Sur B2C ? B2B. Non, B2B, oui, bien sûr. B2B, alors je ne vous dirais pas que c'est 100% de mes expéditions qu'on traite aujourd'hui, mais en tout cas, c'est en marche. Et cette logique de massification qui existait déjà par ailleurs, que je me disais tout à l'heure. Et là, on met un autre angle de vue en essayant de montrer que ces vieilles recettes industrielles qui existent depuis très longtemps, on voulait rajouter une logique un peu plus de décarbonation et optimisation et responsabilité de nos plans de transport. Et sur le B2C, justement, est-ce que ça va passer, à votre avis, par un compromis entre finalement une prise de conscience, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le livre le lendemain matin quand on le commande le soir, par exemple, et peut-être faire payer au juste prix, dans un premier temps, ceux qui voudraient ça. Enfin, je ne sais pas, quel est votre... Ouais, alors... pas mal de sites commencent déjà aujourd'hui à proposer des solutions en slow en disant si vous acceptez, et je crois qu'Amazon est en train de s'engouffrer aussi là-dessus, il y a un peu de l'incentive qui arrive, notamment sur pas mal de sites. Bien évidemment que l'incitation financière pourrait être un moyen, et nos modèles ont montré qu'on a en capacité à impacter le coût kilo transporté grâce à cette méthode de massification qui existe depuis assez longtemps. J'ai la faiblesse de croire qu'il y aura aussi, en plus de cette incitation financière, la volonté d'actes d'achat un peu responsables. Et mon expérience avec le C'est qui le patron m'a fait découvrir des communautés d'acheteurs très engagés. Et je pense que c'est aussi une dimension. Et moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Les patrons supply chain des chargeurs, il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est plus les mêmes. J'ai parlé récemment avec une patron supply chain d'une entreprise de cosmétiques qui est basée à New York. Quand vous lui parlez de slow, vous allumez tous les signaux verts. Mes enfants sont comme ça. Moi, je suis d'une autre génération. Moi, quand j'étais petit, ma mère fumait dans la bagnole et en jetait les chewing-gums par la fenêtre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, les mentalités ont évolué. Donc, je pense que oui, il y aura
peut-être de l'incitation financière pour amorcer un peu la pente, mais je pense que les mentalités d'aujourd'hui sont radicalement différentes avec celles d'hier, et que ces logiques de bon sens auront un terreau fertile pour se développer, y compris dans le B2C. Après, le problème du B2C, la problématique, c'est que quand vous livrez une grande chaîne spécialisée et vous avez plein de colis massifiés, c'est assez simple. Si je dois massifier vos produits à vous et que si vous commandez une commande tous les 3 semaines, je ne vais pas vous livrer tous les mois. Donc, il faudra qu'on massifie par d'autres moyens. Donc, c'est pour ça que je pense que demain, on pourra peut-être arriver à massifier en périphérie des villes et massifier des rues, des avenues, des quartiers. En tout cas, c'est ce que je pense qui devrait pouvoir se passer pour actionner sur ce B2C. Mais en tout cas, même sur le B2C, c'est en train de bouger aujourd'hui. Il y a pas mal de sites aujourd'hui qui proposent cette solution-là. Et moi, je rêve, entre guillemets, d'une fois où les clients de mes clients passeront une commande et ils diront « je veux une livraison en slow logistique ». C'est à partir d'un process, ça arrivera, ça sera massifié, canalisé, emballé dans des cartons responsables, dans une boîte où les gens sont bien et livrés par des camions qui font ça d'une manière un peu plus décarbonée. Voilà. Donc je pense que, en tout cas, il y a une direction. C'est encore un peu tôt, mais je pense que c'est en train de bouger. Et en tout cas, au fond de moi, je pense que tout de même, on n'aura pas le choix. C'est que si jamais le matin, le monde du e-commerce continue à se déployer, de toute façon, nos villes ne pourront pas accepter les flottes de véhicules associés. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore un peu de temps. J'arrive. Claire Bigorgne du CESI de Strasbourg, enseignante responsable pédagogique. Ma question portait sur la notion de flux de retour qu'on constate notamment de manière assez importante en B2C. On le voit aujourd'hui, beaucoup de camionnettes ou de camions circulent pour ramener en fait les produits non désirés ou non conformes vers l'expéditeur. Comment vous visualisez, vous, en 2050? Et justement, c'est peut-être la notion de slow logistique qui m'interpelle et qui m'intéresse aussi dans cette vision sur le flux de retour qui, aujourd'hui, constitue un flux important dans les villes. Je vais répondre en tant que... La logistique inverse, ça fait partie de nos spécialités, le retour. Donc, il y a 2 flux. Il y a le flux retour parce que le produit n'a pas plu au client, ainsi de suite. Ça repart dans la chaîne pour nous. Après, bien sûr, les autres logisticiens vous confirmeront ça. Ce qui est important chez nous, c'est de former des gens qui savent, en produit en fin de vie qui est en retour, on sait quoi faire. Est-ce qu'on le recycle? Est-ce qu'on le réemploie? Est-ce qu'on le détruit? Il faut savoir comment faire. Par exemple, chez nous, un élève ingénieur doit avoir une culture des matériaux, une culture génie des procédés, et puis comment de génie des procédés pour le réemploi. Vous prenez une batterie électrique, parce que la batterie électrique est là, en fin de vie, il faut la récupérer. Il faut récupérer le cobalt, il faut récupérer tout ça. Il faut que l'ingénieur, à la fin des spécialités qui est pour nous logistique inverse, ça doit amener des solutions de réemploi et de savoir comment on peut faire et donner une culture et des compétences à l'ingénieur de chez nous quand il sort, qu'est-ce qu'il doit réutiliser, qu'est-ce qu'il doit détruire et qu'est-ce qu'il doit réemployer ou transformer. Voilà. Moi, si je peux rajouter quelque chose sur ces flux retours, je pense que à mes yeux, le monde du transport dans le milieu e-commerce a une difficulté, c'est que ça fait très longtemps que l'on nous explique que le transport est gratuit. Sauf qu'il n'est pas gratuit, c'est qu'il est offert, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et derrière cette facilité de gérer des flux de retour, je commande ma chemise, elle ne me va pas, je la renvoie. Je pense qu'il y a aussi l'absence de visualisation et de coûts qui sont associés à ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, moi j'ai eu la chance d'assister il y a quelques années à une conférence sur un intervenant qui parlait du monde du e-commerce et du B2B et que plutôt d'opposer le e-commerce, enfin le B2C au B2B, il parlait le commerce avec effort et sans effort. Et je pense que c'était une notion qui était intéressante. Et dans cette logique de retour, on est vraiment en logique de sans effort. Donc probablement qu'il faudra trouver également des solutions alternatives
pour permettre au consommateur final de ne pas faire d'efforts, mais d'une autre manière. Et là, il y a peut-être qu'on peut faire de la slow logistique en retour également. En tout cas, donc, je pense que c'est vraiment les deux trucs, à la fois une mauvaise connaissance, une mauvaise appréciation de la valeur du coût de transport, c'est-à-dire que je peux envoyer autant que je veux et on s'en fout, ça coûte rien, chose que c'est pas vrai. Et cette logique où on va, qui est quand même d'aller vers le moins d'efforts possible pour l'acte d'achat. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me mets là pour voir tout le monde. Vous êtes sûr? Bon, je vous laisse aller rencontrer nos intervenants à l'issue de la conférence. Je vous remercie d'y avoir assisté. Et puis surtout, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci.